de débat, parce que l'exposé, notre brillant orateur se suffit à lui-même. Je voudrais que M. Jo Pérez vienne nous parler tout de suite du problème du conservatoire de la mémoire. Jo, tu as la parole. Oui, je voulais dire à M. Casali qu'il avait le souhait que l'on entre dans une ère de mémoire apaisée. Il y a parfaitement réussi, hein, franchement. Ça a un peu contribué à quelque part énerver les esprits, et vous avez raison, parce que c'est la réalité, la réalité de tous les jours. Juste un mot, vous avez parlé d'enfumade. Vous savez qu'à Marseille, il y a un musée qui a été inauguré qui s'appelle le MUSEM. Sa première exposition, il y a 3 ans, qui portait sur la Méditerranée. Il y avait un espace consacré à l'Algérie. La première image qui était faite en entrant dans cette expo-là, c'était les grottes du Dara avec les enfumades. Et sur la page de droite, il n'y avait pas Alphonse. Bien, écoutez, alors... Ah bon, vous me... Écoutez, je vais essayer de le mettre à ma portée, hein, voilà. Je voulais aussi dire que l'intervention de M. Le Sourd nous a permis de faire un peu un voyage dans le temps, puisque on a parlé de ces revendications qui étaient les premières de celles des rapatriés, qui étaient les revendications parce qu'il fallait vivre, hein, parce qu'il fallait trouver un logement, parce qu'il fallait trouver un emploi, parce qu'il fallait repartir dans la vie. Et vous l'avez exposé, je crois, et brièvement et de manière tout à fait éloquente. En même temps, on s'est rendu compte avec le temps que les questions mémorielles sont venues au devant de la scène, et qu'aujourd'hui, elles occupent une bonne partie de nos préoccupations. Comme on a peu de temps, je voudrais ne pas rentrer dans un certain nombre de réflexions. Vous en avez eu toute la journée, mais plutôt vous décrire une démarche, vous décrire une action, et au passage, vous raconter l'histoire d'un organisme qui s'appelle le CDHA. Maurice Calmin, ce matin, on a dit quelques mots. Avec le Cercle algérialiste, ce sont des organisations qui sont nées à peu près en même temps. L'une en 73, le Cercle, l'autre en 74, le CDHA. Alors, le CDHA est né d'une rencontre assez improbable. Peut-être aurons-nous le prochain slide. Bon, pardon. Voilà l'installation du CDHA à Aix-en-Provence. Il a été créé en 1974 par une rencontre improbable entre un sénateur-maire d'Aix-en-Provence qui s'appelait Maître Ciccolini et deux femmes pieds noirs. L'une, Madame Charles Valin, qui était une ancienne sénatrice d'Alger, et l'autre, Mademoiselle Pasquier-Bronde, qui était la fille du promoteur de la mutualité en Algérie. C'est lui qui a lancé le mouvement de mutualité, et elle a beaucoup contribué avec son mari à faire se développer dans le domaine agricole, dans le domaine social et un certain nombre d'autres domaines. Cette association a eu dès le départ comme mission d'être un centre de ressources, on appelait ça centre de ressources, de recherche et de documentation historique dès 1974. Ça a permis la rencontre avec Maître Ciccolini a permis d'avoir tout de suite un local à Aix-en-Provence. La justification de leur rencontre, c'était de dire, ces dames disant, nous les pieds noirs, on est rentrés, on a des documents, on a un certain nombre de choses, et tout ça est en train de se disperser, et tout ça est en train de partir à volo. Et Maître Ciccolini disant, moi j'ai une population pieds noirs importante, à l'époque c'était 25% de l'électorat d'Aix qui était pieds noirs, et qui a dit, mais si ça les intéresse, ça m'intéresse, et donc je vais y contribuer. Il a été d'ailleurs le premier président du CDHA à cette époque-là. Et on a tout de suite bénéficié d'un local, et tout de suite 2-3 000 ouvrages ont été réunis dans les toutes premières années. Ensuite, je passe rapidement. En 1985, nous avons ici un des acteurs, c'est M. Picheral qui est là, qui est l'ancien sénateur maire d'Aix-en-Provence, qui a permis au CDHA d'avoir la reconnaissance d'utilité publique. Et je crois qu'à ce jour, dans notre monde rapatrié, c'est la seule association qui ait ce label de reconnaissance d'utilité publique. En 1995, et M. Picheral y avait contribué, on a aussi installé une maison, en gros des pieds noirs, qu'on appelle la maison Maréchal Juin. Et ils sont logés là, les associations pieds noirs et les associations harkis. Donc nous étions à la maison du livre, à la Méjane, et on s'est transféré dans cette maison Maréchal Juin, qui comprend 2 associations importantes et toute une série d'autres, mais 2 associations importantes qui sont le GAMT, Généalogie Algérie, Maroc, Tunisie, et le CDHA. Ce sont les 2 associations très actives de cette maison.
Voilà. Alors, dans les grandes étapes, et je vais très vite aussi, en 2010, on a créé une fondation. Le CDHA a créé une fondation, je vous en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure. Et puis, 3 ans après, nous avons acquis, auprès de la ville d'Aix-en-Provence, nous avons acquis un terrain. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est à moi à faire avancer les choses. Je voulais vous mettre là, en faisant une petite recherche il y a quelque temps, j'ai trouvé la composition du conseil d'administration du CDHA 2 ans après sa création. Et on y retrouve des gens que l'on connaît, qui sont encore parmi nous. Par exemple, Jean-Paul Angelelli qui est là, mademoiselle Odette Guanard qui est là, monsieur Ben Mebarek, il est là, il est toujours là, ben voilà, on va le saluer. Et puis Maurice Calmin qui était aussi, Jean Bondré qui a été un des gros contributeurs, et puis malheureusement un certain nombre d'autres personnalités qui ont disparu. La vocation du CDHA, en italique je vous l'ai indiqué là, nous offrirons ainsi au monde tous les éléments de l'expérience originale dont ni le temps ni les hommes n'ont laissé se développer toutes les virtualités. Destin inachevé, Monsieur le Président. Les principes, dès le départ, CDHA a dû se voter une charte qui était de dire quels sont un peu nos principes d'action, d'engagement. C'était l'apolitisme, n'entrer dans aucune démarche de caractère politique, quelle qu'elle soit. Un positionnement différentiel, c'est un terme un peu pompeux pour expliquer qu'il fallait être un peu autre chose que ceux qui existaient déjà, sinon ça ne se justifiait pas. Une collaboration avec les associations, donc dès le départ, il y a eu une ouverture sur le monde associatif et amicaliste Pied Noir, et puis une ouverture aux autres institutions, car par exemple, dès le début de sa création, il y a eu des contacts établis avec l'Académie des sciences d'outre-mer, avec un certain nombre d'universités, avec ce qu'on appelait le CAOM et aujourd'hui les ANOM, c'est-à-dire les archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, donc avec un certain nombre d'autres laboratoires. Il y a eu tout de suite un positionnement un peu d'ouverture avec toute une série d'institutions. Aujourd'hui, le CDHA, c'est un bureau, et pour ceux qui le connaissent, de gens qui travaillent, de gens intéressants, qui sont là toutes les semaines et qui participent en y sacrifiant une bonne partie de leur vie. C'est aussi un beau groupe de bénévoles qui viennent nous aider dans tel et tel domaine d'activité. Ça commence à mettre des thèmes quand on fait un envoi de la revue, hein, mais ça va jusqu'à participer à des groupes d'études et de recherche. Nous avons 3 collaborateurs salariés qui sont des jeunes documentalistes, bibliothécaires, archivistes, et donc ils nous font un travail qui est un travail professionnel, comme on pourrait l'avoir dans n'importe quel centre d'archives. Et autour du CDHA, il y a tout un réseau de bonne volonté, d'historiens, d'associations, d'institutions. J'en ai dit un mot rapidement à l'instant. Nos locaux, dans cette maison Maréchal Juin, c'est 160 mètres carrés dans un étage et c'est un peu plus de 200 mètres dans un sous-sol. Nous explosons littéralement en termes d'espace. Nous avons des entrées quotidiennes, je vous en dirai un petit mot aussi, d'archives, de documents, d'éléments de bibliothèque, et nous ne savons plus où les mettre. Donc on a un vrai problème de place. Nous avons une revue Mémoire vive. Certains d'entre vous l'ont peut-être ramassé ce matin. Elle parlait notamment du dossier citoyenneté-nationalité, et nous en avons une autre qui a paru sur l'islam au cœur de la révolution algérienne, donc les sujets qui ont été évoqués dans cette journée. Nous avons une lettre d'information et un site internet. Et je dois le dire, qui est un élément très important, nous avons depuis notre création, depuis 1974, donc ça fait 42 ans ou 43 ans, un soutien permanent de la ville d'Aix-en-Provence, de tous les maires qui s'y sont succédés. Monsieur Picheral et l'éminent maire que nous saluons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une mairesse qui est Madame Maryse Joissin. Il y en a eu un certain nombre d'autres. À tout moment, nous avons eu un soutien sans discuter de cette ville-là. Et quand on a eu des actes, par exemple d'acquisition de terrain ou autre, nous avons toujours eu un vote à l'unanimité des conseillers municipaux, et il y a des conseillers qui sont d'opposition. Donc un soutien indiscutable des élus de la ville. Quelles sont les activités principales du centre? Nous avons, premier point, le cœur du réacteur, c'est un fonds documentaire. C'est un fonds documentaire qui s'est constitué au fil des 42 ans d'existence du CDHA. Il est
il est traité comme on traite un fonds documentaire dans n'importe quelle université ou établissement public, avec une base de données, avec un logiciel de gestion de base de données qui est agréé, qui est du meilleur niveau. Et ce fonds documentaire, c'est pourquoi c'est le fond du réacteur, parce que la mémoire dont on parle, elle est localisée là. C'est-à-dire, ce sont les milliers d'ouvrages que nous avons, ce sont les archives, ce sont les témoignages. C'est un peu tout ça qui constitue ce fonds documentaire et qui fait l'élément matériel qui irrigue tout le reste et toute la démarche que nous sommes en train de poursuivre. Premièrement, développer ce fonds, alors essentiellement par des publications, des monographies, des revues, autres, je vous en dirai aussi là tout à l'heure un mot. Une collecte d'archives, ça c'est aujourd'hui notre priorité. Alors pourquoi la collecte d'archives privées, puisque pour l'essentiel je m'adresse à des personnes privées, c'est que l'archive, premièrement, elle est unique. Un ouvrage, on peut toujours en trouver un second, un troisième exemplaire, il peut se retrouver à la BNF. Une archive, c'est un document personnel et donc qui est unique. Une photographie, elle est unique. Un acte, une lettre, une correspondance, c'est un document unique. Un bulletin de salaire, c'est un document unique. Et comme il est unique, le détenir, c'est une force considérable. De tout temps, les historiens, comme je parle devant un certain nombre d'entre eux, ont eu une certaine méfiance à l'égard de ces archives-là, en disant oui, c'est une certaine réalité, mais c'est pas toute la réalité, etc. Ben, écoutez, quelquefois, je me dis qu'il vaut mieux avoir, pour traiter d'un sujet et émettre un avis, un document d'archives, comme ceux dont je viens de parler, plutôt que de voir une tirade dans un bouquin scolaire ou ailleurs, où il y a un historien qui, au fil de sa fantaisie, a sélectionné des faits et sorti une théorie qui est aussi inobjective que possible. Donc, alors que l'archive, elle vient d'il y a un peu plus de 50 ans, et donc elle a une vraie valeur certaine de traduction du moment et de la réalité du moment. Et puis, nous développons aussi très activement, et peut-être est-ce un appel que je peux vous lancer, la collecte de témoignages. Là aussi, même réserve de la part des historiens qui disent un témoin, ce n'est pas quelqu'un d'objectif. Mais comme je vous répète que les historiens ne sont pas tellement plus objectifs, un témoignage vaut l'autre. Mais un témoignage, c'est la vie de quelqu'un qui a vécu quelque chose. Donc les témoignages dont nous parlons, et Jean-Pierre Simon s'en occupe au CDHA, ça consiste à prendre les gens depuis l'arrivée de leur famille dans nos pays, hein, Algérie, Maroc et Tunisie, depuis quand est arrivée votre famille, pourquoi, comment, d'où vient-elle, qu'est-ce qui s'est passé. Et vous êtes né là-bas, oui, racontez-nous jusqu'à votre départ. Et puis on rajoute quelquefois pour le fun, et racontez-nous votre arrivée avec les centres d'action psychologique, avec l'accueil chaleureux qui vous a été réservé, etc. etc. Bon, ça fait plaisir à tout le monde, et chacun se lâche là-dessus. Il y a de belles histoires à raconter. Donc le témoignage, il est important, pourquoi ? Et nous le voyons, nous, avec un certain nombre de chercheurs, de jeunes chercheurs qui viennent maintenant très régulièrement. C'est que le témoignage, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu. Alors peut-être a-t-il pu enjoliver un peu la réalité qu'il a connue, c'est possible. Mais il a vécu cette histoire-là, et ce n'est pas un élément que j'apprends parce que je l'ai lu dans un bouquin qui a déjà été la reproduction de 3 autres bouquins, par quelqu'un qui n'a jamais vécu cette réalité-là. Donc c'est une vraie réalité. Ressentie, mais c'est une vraie réalité. Et donc ce qui est important, c'est quand vous avez un chercheur aujourd'hui qui vous dit comment ça se passait à telle et telle période, je fais une étude sur le logement social, nous en avons un en ce moment, le logement social en Algérie. On a un certain nombre de documents d'organismes, d'archives d'organismes de logement social, mais on a aussi des gens qui ont vécu dans des logements sociaux qui vont vous expliquer. Il y avait naturellement une discrimination entre les indigènes et les Européens. Mais écoutez, peut-être ou peut-être pas. Demandez-leur à ceux qui l'ont vécu. Ceux qui ont vécu là, ils vous raconteront comment étaient les HLM de Gambetta ou les HLM de Maraval. Pardon, je parle que des Oranais, mais voilà. Donc vous allez avoir une information donnée par des gens qui ont vécu un événement. Et ça, une force remarquable. Comme il n'est pas là pour l'instant, je voulais dire un tout petit mot. Aujourd'hui, nous avons près d'un millier, un peu moins d'un millier de témoignages enregistrés, ce qui est probablement la plus forte base de témoignages existante sur ce thème-là, de partout. Dans ce fonds-là, nous avons un peu plus de 200 témoignages qui ont été collectés par Jean Monneret
dans les années 80-85, il a interviewé tout un tas de personnalités pieds noirs de l'époque. Ça part du dernier directeur de l'Opéra d'Alger, avec le rabbin d'Oran, ou avec le général Jouot, ou avec le général Katz, qu'il a même réussi à interviewer. Et ces gens-là, ces 200 témoins, à 95% ont disparu. Mais d'avoir 2 heures d'enregistrement menées par Monneray, qui a fait ce travail remarquablement, c'est une valeur inestimable. Parce qu'on en a des gens qui, dans les années 80, c'est-à-dire une vingtaine d'années après l'arrivée en France, vous racontent ce qu'ils avaient vécu, dans quelles conditions ils fonctionnaient, etc. Donc voilà un vrai trésor du CDHA. Alors, comment fait-on pour valoriser un peu tout ce qu'on a? Premièrement, nous avons un outil, je vous en ai parlé tout à l'heure, une construction qui est ce qu'on appelle orienté chercheur. Ça, c'est un terme d'informaticien. Ça veut dire que par rapport aux autres centres d'archives, ceux qui ont, par exemple, fréquenté les ANOM savent que quand on va aux ANOM, vous demandez une certaine série, vous demandez un sujet donné, généralement, on vous donne un carton, on vous dit, vous allez chercher là-dedans, vous voyez si vous avez quelque chose qui vous intéresse ou pas. Nous, quand nous avons des chercheurs, nous faisons le travail pour le compte de ces chercheurs. Donc c'est nous qui allons chercher dans notre fonds, savoir ce qui les intéresse pour pouvoir le leur présenter, leur faire gagner du temps et au passage leur permettre de prendre connaissance de beaucoup plus de choses qu'ils ne l'auraient fait normalement. Ensuite, nous avons un public qui est varié. Qui sont les 3 publics, nos 3 cibles? La première, ce sont les pieds noirs. Ils viennent quoi faire? Ils viennent au CDHA parce qu'ils ont une recherche à faire sur un accident qui est arrivé au grand-père le 30 mai en 59. Il faut savoir ce que la presse en a dit. Parce qu'il y avait telle fête, la fête des écoles. Ma maman était à la fête des écoles. Dans nos journaux, on retrouve ça. Et ils viennent souvent écrire l'histoire de leur famille ou l'histoire de leur village. Et au passage, il y a eu ces dernières années un travail dont on n'estime pas suffisamment la qualité et l'ampleur, qui est ce qu'ont écrit ces personnes-là de leur histoire à travers le village. Il y a des sites internet qui sont de pure merveille, avec des fonds photographiques notamment, avec des histoires racontées qui sont tout à fait remarquables. Un seul petit danger, c'est qu'un site internet, ça disparaît sur une seconde. Et il suffit qu'un jour, l'administrateur du site ait un problème quelconque, ne puisse pas payer ou soit mort, et le site disparaît instantanément. Nous avons mis en place un service de sauvegarde des sites internet pieds noirs, de manière à pouvoir capter les contenus et les conserver le temps qu'il faudra. Voilà le premier public, les pieds noirs. Il y a maintenant, sujet qu'on évoque de temps en temps, il y a maintenant des enfants ou des petits-enfants qui viennent pour chercher un document ou une documentation, parce qu'ils veulent écrire quelque chose pour les parents, pour les grands-parents. Il y en a qui ont fait des films pour l'anniversaire de leurs grands-parents, un film sur le village de ces grands-parents. Il y a des initiatives tout à fait intéressantes, minoritaires aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant à souligner. Première cible, les pieds noirs. Deuxième cible sont des jeunes, des étudiants ou des lycéens qui viennent généralement faire une recherche parce qu'ils ont un travail donné. Alors, de temps en temps, on voit un petit groupe de lycéens d'Aix ou de Marseille venir et dire la semaine prochaine, je dois rendre un devoir sur la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que vous avez? On dit oui, le petit, tu t'assois là et on a à peu près 3800 ouvrages sur la guerre d'Algérie et tu vas écrire ton rapport. Donc on a les jeunes qui viennent chercher de l'info. Et puis il y a une troisième catégorie qui est, pardon pour les pieds noirs, mais qui est peut-être la plus intéressante. Ce sont des chercheurs, ce sont des enseignants, ce sont des réalisateurs, des gens qui écrivent un bouquin, des gens qui font un film, des gens qui font un article qui est destiné à être publié, qui font un documentaire qui est destiné à être diffusé. Et ces gens-là sont, ou des chercheurs, ces gens-là sont intéressants parce qu'ils vont communiquer ce qu'on leur a apporté. Alors ça ne veut pas dire pour autant que tous ceux qui viennent vont repartir complètement convertis, et ce n'est pas l'objet, ce n'est pas de les convertir, mais c'est de leur permettre d'accéder à des documents, à des bouquins, à des archives, à des photographies peut-être, à des journaux qui vont leur donner une autre dimension et une autre écriture que celle dont M. Casali a parlé à l'instant. Donc ça, c'est une cible que nous choyons particulièrement. Que je vous dise qu'un quart des chercheurs qui viennent au CDHA sont des Algériens. Et la question d'ailleurs s'est posée à un moment donné pour nous de dire quelle est notre politique d'ouverture à leur égard. Et finalement,
On s'est dit, il faut les accepter, sauf quand ils viennent demander un visa, ça c'est autre chose. Mais il faut les accepter. Et pourquoi? C'est parce qu'on les installe dans une salle de travail où il y a un certain nombre d'ouvrages. On a une salle de travail pour les chercheurs où il y a 3000 ouvrages qui sont installés là. Il y a des ouvrages qu'ils ne liront nulle part ailleurs, et surtout pas en Algérie. C'est évident. Donc on a dit, on va les accueillir, on va leur fournir les documents qu'ils nous réclament. Et ça, c'est un début d'ouverture qui nous amène aujourd'hui, quand un chercheur algérien, un étudiant algérien vient, doctorant ou autre, vient faire un travail, on écrit à son patron d'université pour lui dire « Nous recevons un de vos étudiants pour tel et tel sujet ». Premièrement, ça permet de cadrer l'aller-retour, au moins tout le monde sait ce qu'il a fait. Et deuxièmement, nous avons bien l'intention très vite de nous adresser à ces patrons d'université pour leur demander de bien vouloir recevoir des chercheurs français. On verra la réponse, mais on la connaît à peu près, hein. Voilà, alors, tout ça, ça a quel objet? Ça a pour objet pas seulement de conserver, c'est ça, je voulais aussi un tout petit peu insister là-dessus, c'est pas simplement d'accumuler des documents, des tonnes de documents, mais c'est aussi de valoriser ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on dit on va faciliter le travail des chercheurs en leur apportant ce que l'on a plutôt que les laisser chercher, c'est pour valoriser ce qui est à l'intérieur. Et les archives privées que nous ont confiées des personnes, des familles, des clubs, des entreprises, on doit les valoriser en les présentant à ceux qui travaillent sur le même thème. Et ça nous amène aussi, dans le cadre de nos groupes de travail, à préparer ou aider à l'organisation de conférences et maintenant à faire des expositions itinérantes. Nous avons 4 expositions qui tournent. Il y en a une qui a beaucoup circulé sur l'Exode, de 1962, mars à septembre. Mars, avant les accords d'Évian, en principe, les pieds noirs devaient rester. 2 mois après, ils sont tous en train de partir. Qu'est-ce qui s'est passé? 26 accords d'Évian, 26 mars, 5 juillet, etc., etc. Donc on raconte cette histoire. Et on la raconte d'une manière intéressante, pour vous le dire, avec une collection de photographies qui nous a été cédée par un photographe du Méridional de l'époque. Pour ceux qui sont dans le Midi, ils savent qu'il y avait 2 journaux, le Provençal et le Méridional. Le Méridional était plutôt aimable avec nous. Donc c'est un photographe de ce journal qui avait une collection de 200 ou 300 photos sur l'accueil des pieds noirs, notamment sur le port de Marseille. On illustre cette expo avec ces photos-là. On les illustre avec des témoignages collectés dans le cadre de nos opérations de témoignages. Les gens qui nous racontent leur retour, comment ça s'est passé. Et enfin, on les raconte avec des coupures de journaux de l'époque. Journaux en Algérie ou journaux en métropole. Et là, pour ceux qui ont, comme moi, un peu oublié de temps en temps les choses, dans les journaux de cette époque-là, on a trouvé des choses qui sont abominables, hein, sur la manière de traiter ce peuple qui débarquait comme ça, dans les conditions où il débarquait. Hein, pour vous en donner 1 ou 2 exemples, on a un dessin, une caricature de l'humanité de janvier ou février 62, où on voit un avion atterrir, une porte s'ouvrir, une main sortir, avec une valise et un pistolet. Et la légende, c'est « Ils ont une drôle d'allure, ces repliés d'Algérie ». Ils viennent, voilà. On a eu quelques caricatures sur les plages. On a eu les fameuses déclarations de Defer disant notamment, moi, mes taxis et mes dockers, on va leur apprendre à vivre. On va leur apprendre à vivre. Enfin, voilà, et c'est là où on se rend compte qu'il y a eu des choses à peu près invraisemblables à cette époque-là. C'est le cardinal Gerlier, cardinal de Lyon, qui lance un appel à tous ses paroissiens en leur disant « il faut s'occuper d'eux, il faut les accueillir, etc. etc. » malgré la violence qu'ils portent en eux. Un cardinal qui dit « malgré la violence », sans comprendre d'où vient cette... Voilà, on a une réquisition d'un hangar à Paris où la cellule locale proteste contre le préfet parce qu'il a réquisitionné un hangar pour accueillir des gens qui débarquaient, qui ne savaient pas où aller faire. Voilà. Donc on raconte ça dans cette expo. Ça, c'est la première. On en a une seconde qui est tout à fait intéressante sur les SAS, parce que les SAS, personne en France ne sait ce que c'est. T'entends un peu chez Pieds Noirs non plus, on ne sait pas ce que c'est. C'est ces sections militaires qui étaient dans le bled et qui faisaient un travail tout à fait remarquable. C'est pour ça que le FLN les avait pris en ligne de mire d'ailleurs, parce que c'était un trop bon travail qui était fait. Nous avons une expo aussi sur l'art, avec Elisabeth Cazenave, qui était la responsable de la Villa Abdeltif dont tu parlais ce matin,
où on a reproduit une vingtaine de monuments qui étaient dans les monuments de nos villes, monuments aux morts, maisons du colon, ou universités, ou musées, en posant, premièrement en les présentant, en voyant la qualité de ces travaux-là, et puis en voyant où sont allés ces monuments, et notamment le plus emblématique d'entre eux, qui est le monument aux morts d'Alger, dont vous savez qu'aujourd'hui, il est sous un sarcophage, qui est d'ailleurs, comme c'est un travail fait dans des conditions un peu particulières, le sarcophage est en train d'éclater, donc on voit une patte de cheval qui sort ici ou là, mais auquel le gouvernement algérien y tient comme la prunelle de ses yeux. Il ne veut pas en entendre parler parce que ce n'est pas son histoire, mais naturellement, il refuse absolument qu'il y ait un rapatriement de ce monument. Et la dernière expo qu'on est en train de formaliser, terminer en ce moment, c'est sur les médecins de colonisation, où nous avons fait un très gros travail avec une équipe de médecins d'Aix-Marseille pour raconter cette histoire-là, qui est une histoire absolument remarquable, de gens qui étaient avec un statut un peu bâtard, demi-fonctionnaires, qui gagnaient très mal leur vie, qui avaient un équipement dérisoire et qui ont fait des prodiges pour aller soigner les indigènes dans tous les bleds, et plus c'était éloigné, et plus on les attendait. Il raconte aussi la confrontation avec les habitudes locales, avec les médecines antérieures, et tout ça, ça vous fait un vrai roman qu'il faut que l'on raconte, parce que la colonisation, c'est aussi ça. Et on raconte l'histoire des épidémies. Comment ces épidémies ont été stoppées, quels sont les traitements, quelles sont les ficelles, des fois, qui ont été utilisées pour ça. Et puis, voilà. Puis on a un grand projet, donc je vais vous parler, pas tout de suite. Alors, quel est notre contexte? Je vais le dire vite, parce que ça a été toute la journée, on en a parlé. C'est que le débat sur la colonisation est en train de se durcir fortement. Fortement. Écoutez, moi, j'ai un peu milité dans les associations de pieds noirs à l'époque avec Maurice Calmin et tout. On ne parlait pas comme ça, quoi. On ne parlait pas comme ça, et en tout cas, ça n'avait pas la place que ça prend aujourd'hui. Donc tout ça est en train de se durcir méchamment. Et il y a un piège dans lequel nous sommes, je crois, tous collectivement tombés, c'est qu'on a réduit l'histoire de l'Algérie, période française, on l'a réduit à 8 ans de guerre. Et qu'on a tout centré sur ces 8 ans de guerre. Et les 8 ans de guerre, comme les guerres a priori, ce n'est pas des exercices comme ça sympathiques, gentils et propres, ce sont des guerres sales, toutes les guerres sont sales, ça vient empoisonner le récit sur la colonisation. À nous à en sortir. On a aussi une instrumentalisation croissante. En Algérie, c'est total, hein, il n'y a qu'à lire les journaux algériens pour savoir qu'au quotidien, hein, c'est la focalisation sur cette colonisation, 130 ans d'acculturation, 130 ans d'enfumade, 130 ans de tout ce qu'on veut. Et en France, c'est idem. On a parlé, vous avez parlé, M. Caselli, tout à l'heure, d'une petite équipe qu'on trouve bien au Monde diplomatique, à France Culture et à quelques médias comme ça, et qui fait un travail d'instrumentalisation insupportable, pire que les Algériens. Les condamnations les plus définitives, elles viennent de ces groupes islamo-gauchistes et plus que des Algériens. Donc voilà la réalité. On a aussi une manipulation croissante, ça veut dire qu'on prend des événements et on vous les manipule, on vous les traduit. Nous avons commencé avec un certain nombre d'amis historiens qui sont ici, on a commencé un travail qui consiste à prendre un certain nombre d'ouvrages récents qui racontent des faits sur l'Algérie et sur la guerre d'Algérie, et les décortiquer pour en montrer toute la manipulation, toute la désinformation que ça comprend. Palestro, une histoire terrible, Palestro, mais écrit par certaines, c'est une espèce de transcendance qui, depuis 1871, Mokrani occupait un village kabyle, et puis un jour, ils ont vu 17 soldats égorgés, donc comme ça, guidés par l'au-delà, le village est descendu, a éviscéré les 17 jeunes soldats qui venaient de se faire tuer, etc. Enfin, quand vous lisez certaines théories, vous dites où est-on là? Donc c'est dénoncer ça. Et il y a un travail important à faire, mais je crois qu'on le mènera dans les prochaines années. C'est la dénonciation de la manipulation. Et M. Casali, vous l'avez très bien fait. D'ailleurs, je crois que je vous solliciterai pour y apporter votre contribution. Voilà. Et puis, aussi, et là je reviens un tout petit peu aux archives, aux documents, c'est aujourd'hui, il ne suffit pas de collecter. Il faut collecter, c'est essentiel. Hein. Il faut ramasser, éviter que ça se perde, éviter que des documents qui peuvent vous paraître
sans aucun intérêt. Il faut éviter de les perdre. Et je l'illustre très rapidement. Un bulletin de salaire, est-ce que c'est intéressant ou pas? Si je vous pose la question, 99% d'entre vous diraient non. Or, un bulletin de salaire, il y a un employeur. C'est intéressant qu'il existe. Il y a un salarié, il y a un emploi et il y a un salaire. Et par exemple, ce qui nous est arrivé il y a 2 ans, avec un chercheur qui venait parler du différentiel de traitement dans les salaires entre indigènes et européens, nous avons un certain nombre de fonds, par exemple une très belle cave viticole à Rio Salado, où on a tout, le prix des raisins, le prix de vente, les achats, on a tout sur Rio Salado. Je salue M. Serre, toute l'équipe de Rio Salado, le centre de l'Algérie, c'était Rio Salado. Ouais, bon. Chacun sait ça. Ah, mais je suis toujours modeste. Ben, quand vous avez ouvert ces archives-là, vous avez vu qu'à qualification égale, c'était le même salaire qui était versé aux autres. Donc là, ce n'est pas la peine de faire un discours, ce n'est pas la peine de sortir une théorie complète. Vous montrez votre bulletin de salaire et c'est réglé, quoi. Quand vous avez certaines photographies d'entreprises où vous voyez dans des ateliers, vous avez Européens et Arabes à côté avec le même bleu taché de graisse en train de bosser, vous n'avez pas besoin de dire il n'y a pas de discrimination. C'est évident. Donc ce document-là, qui peut paraître insignifiant, il a une vraie grande valeur. Et donc, ce que je disais là, c'est que maintenant, il faut que tout ce que l'on a accumulé et qui doit grossir encore, il faut qu'on lui le fasse parler, qu'on lui donne du sens, qu'on dise voilà ce dont ça témoigne, c'est ça. Parce que ce fonds d'archives-là, il a une vraie utilité. Inventaire, allez, je vous le lis rapidement, 21 000 ouvrages sur l'histoire de l'Algérie. On a des collections complètes de revues des années 20, 30, 40, agricoles, culturelles, grâce à la MAFA, je le dis, culturelles, sociales de l'époque sportive. On a une collection complète, qui est un atout rare. On a aussi une collection complète, 54-62, de quotidiens d'Alger, Journal Écho d'Alger, la collection complète, numéro par numéro, ce qui est une source remarquable quand on cherche quelque chose, un événement particulier. La revue africaine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une revue qui a été créée en 1846, elle a fini en 1962, elle était trimestrielle, c'était la Société des historiens d'Algérie qui l'émettait. À l'intérieur, il n'y a pas que l'histoire, il y a de l'architecture, il y a de la démographie, il y a du religieux, il y a toutes les sciences. Et cette revue-là, qui a, pendant toutes ces années-là, qui a plus de 100 ans, qui a publié trimestriellement, elle est aujourd'hui, premièrement, introuvable. Et deuxièmement, il y a des études qui ont été faites à cette époque-là, qui n'ont jamais été refaites depuis. Et surtout pas maintenant. Nous avons 1350 plans et cartes, dont un certain nombre de plans de 1830, de la conquête, avec des plans manuels de gens qui étaient un peu en avant-coureurs là, et qui venaient dessiner un peu les espaces et les lieux. Et puis les témoignages dont je vous ai parlé. Alors voilà, et j'en arrive à la fin, pardon d'avoir été peut-être un petit peu long, ou même certainement un peu long. Pourquoi nous avons un projet? Construire un bâtiment qui nous appartienne, qui soit le conservatoire de la mémoire. Pourquoi? Premièrement parce que depuis 1962, nous avons eu probablement une vingtaine de promesses et d'engagements des pouvoirs publics de construire ce qui s'est appelé un musée, un mémorial, un centre, un conservatoire. À Marseille, ces projets ont dû irriguer la moitié de la ville, quoi. On les a trouvés un peu partout. Et j'ai retrouvé l'autre jour un document du CDHA, un compte-rendu de réunion de 1983, donc il y a 30 et quelques années. Vous y étiez, monsieur Le Sourd. Et en 83, à l'Estac, pour ceux qui connaissent un peu Marseille, c'est un très joli coin, bon, un peu pollué, mais bon, à l'Estac, on implantait, et ça s'appelait conservatoire aussi. Bon, autant vous dire qu'il n'a jamais vu le jour. Bon, toute une série d'engagements et de promesses, jusqu'au dernier, qui était une promesse de la ville de Marseille il y a une dizaine d'années, qui avait tout, qui avait des fonds que l'État lui avait apportés, qui avait un lieu pour l'installer, qui avait une équipe pour l'animer, et tout ça un jour s'est arrêté, a disparu. Et on s'est posé la question en disant, dans quelques années, on aura tous disparu, et on n'a pas été capable de laisser un lieu qui nous appartienne. Et pourquoi faut-il qu'il nous appartienne? Parce que c'est un problème d'indépendance. Nous avons, un certain nombre de gens qui sont venus avec des
des dons très intéressants de documents, par exemple des actes d'achat, de propriété et autres, et qui nous ont dit quelle garantie nous donnez-vous qu'un jour la mairie change, une nouvelle équipe est là, on vous fout dehors, et qu'est-ce que vous faites vous avec vos documents? Est-ce qu'ils repartent en Algérie ou pas? Et la seule solution, c'était de dire il faut que nous on contrôle et que ce soit notre bâtiment. D'où la création de ce projet, avec sur un terrain que la ville d'Aix-en-Provence nous a cédé. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi, comment. Ce bâtiment-là est juste à côté de la maison Maréchal Juin, donc on pourra communiquer entre les deux bâtiments. Et nous passons d'une surface de 250 mètres carrés à un peu plus de 1400 mètres carrés. Avec, dans les 1400 mètres carrés, on le voit pas là, il y a une tour qu'on appelle un silo, qui est une tour totalement hermétique, sans lumière, sans rien, et qui est destinée à conserver les archives, les papiers, les journaux notamment. Le papier journal est un papier très difficile, les vieux bouquins et autres. Ce sera dans ce silo qui est à l'arrière. Et le bâtiment que vous voyez là, qui est relativement sobre, il y a juste un petit truc de mouche à rabier devant. Ce bâtiment-là recevra le public. Il est totalement éclairé de l'autre côté. Là, il est aveugle là, mais éclairé de l'autre côté. Voilà, pour ce faire, ce bâtiment-là, nous avons créé une fondation, il y a maintenant 5 ans, et nous nous sommes adressés à des particuliers, à des mécènes, en leur disant « Est-ce que vous croyez qu'il nous faut quelque chose ou pas pour cette population-là ? Est-ce que 132 ans peuvent être un jour effacés sans qu'il y ait nulle part une trace, sans qu'il ne reste nulle part une trace ?» Et la réponse, à l'évidence, elle est de dire non, il faut faire quelque chose. Donc on a eu là un certain nombre de pieds noirs qui nous ont aidés, qui ont contribué à ce projet-là. Nous avons solliciter les collectivités publiques, le conseil régional, le département, la ville d'Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'engagements qui nous couvrent à peu près à 65-67%. Il nous manque une collectivité qui devrait nous répondre positivement dans quelques jours. Et à ce moment-là, nous serons à 90% de couverture des dépenses de cet investissement. Si nous arrivons à 90%, on fera la pose de la première pierre. Et c'est un événement très très important que beaucoup ici connaissent et que l'on attend avec une infinie impatience depuis, parce qu'il y a des gens qui nous ont apporté des fonds relativement importants et qu'il faut qu'ils voient qu'il se passe quelque chose. Voilà un peu le projet, voilà la démarche dans laquelle nous sommes. Peut-être juste une conclusion, c'est de dire ce travail-là, il est fait par le CDHA, il est fait par le Cercle algérianiste ailleurs, mais ce n'est pas le travail d'une institution, 2 institutions, 3 institutions. C'est le travail de tout le monde. Je crois devoir dire à un certain nombre de pieds noirs, au lieu de passer votre temps à râler et à signer des pétitions qui n'engagent personne et dont personne n'a rien à foutre, et si vous faisiez un peu de travail, et si vous alliez collecter des choses, et si vous alliez ramasser des archives, et si vous alliez vous rechercher les gens qui ont quelque chose d'intéressant à dire, et que l'on collecte tout ça. Tout ça, ce sera utile pour nos enfants, nos petits-enfants, mais il faut le faire, ce travail. Il ne tombera pas comme ça du Saint-Esprit. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux à faire et qu'on double, qu'on triple nos espaces d'archives, nos nombres de témoignages, que l'on voit 10 fois plus d'historiens que nous voyons aujourd'hui, qu'on reçoive 10 fois plus de stagiaires qu'on reçoit aujourd'hui. Voilà le travail. Et ça, c'est un travail collectif. C'est bien de le dire et c'est bien qu'il y en ait qui le fassent, mais c'est le devoir de chacun. Si cette affaire nous intéresse, si on croit qu'il faut faire quelque chose, il faut qu'on s'y engage tous et pour avoir le résultat qu'on espère obtenir. Je termine, dernier mot. On a parlé des enfants et des petits-enfants. Il y a une étude qui est en cours en ce moment, qui est lancée par un universitaire psycho d'Aix-Marseille qui s'appelle Hubert Ripoll, qui a fait un remarquable ouvrage qui s'appelle « Mémoire de là-bas ». Et ce garçon, Hubert Ripoll, de Philippeville, avec notre aide, a lancé une consultation qui s'adressait à des enfants de pieds noirs nés en France, qui n'avaient pas connu l'Algérie. Et il les a interrogés longuement, ça se fait par Internet et c'est très facile à faire, en leur disant « Pour vous, c'est quoi l'Algérie ? Et les souffrances de vos parents, est-ce que vous les connaissez, vous ne les connaissez pas ? Ils ont parlé, ils n'ont pas parlé, etc. » Il y a eu 800 réponses d'obtenues, ce qui est un chiffre très intéressant. Et donc, il va commencer à travailler là-dessus. Et d'ici la fin de l'année, nous ferons probablement un colloque ouvert uniquement aux enfants de pieds noirs, pour leur dire « Maintenant, vous allez vous exprimer, vous allez nous expliquer ce que vous ressentez, comment, pourquoi ». Et vous verrez qu'on sera très très surpris, tous. Parce qu'il y a comme ça un principe établi, quand on en parle entre nous, c'est de dire nos enfants,
ils n'en ont rien à foutre. C'est ça la formule un peu brutale, et c'est pas vrai. Et là, l'enquête qui est faite par M. Ripoll révèle qu'un nombre très important d'enfants ou petits-enfants vous disent « c'est notre histoire et on a aussi quelque chose à faire ». Mais écoutez, ce sera très réconfortant de l'entendre dire. Ça, c'est au mois d'octobre. Oui. Merci. Pardon. Merci beaucoup. Nous avons 5 minutes, mais M. Pervillier, M. Pervillier voudrait te poser une question. Oui. Ce n'est pas une question, c'est une réponse à un micro. Oui, merci. Je voudrais faire une réponse à Dimitri Casali, non pas pour le contredire, mais pour compléter. Oui, je prends celui-là. D'accord. Oui, je voudrais donner un complément à ce qu'a très bien dit Dimitri Casali à propos des programmes et de l'enseignement de l'histoire de l'Algérie en lycée. C'est-à-dire, il s'agit précisément des classes de première et de terminale, série E, S et L. Et étant donné ce qui vous a été montré, il y a effectivement de quoi craindre le pire. Oui, étant donné ce qui vous a été montré par Dimitri Casali, au collège, il y a évidemment de quoi craindre le pire. Alors, au lycée, en première, l'enseignement de la guerre d'Algérie, la possibilité d'enseigner la guerre d'Algérie est plus développée qu'au collège, puisqu'il y a deux possibilités. D'une part, le thème 4, colonisation et décolonisation, et le thème 5, les Français et la République. Mais en terminale, il y a un enseignement un entraînement à la réflexion des élèves en liaison avec la philosophie, à savoir 2 questions sur mémoire et histoire, l'une qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, et l'autre qui concerne la guerre d'Algérie. Alors évidemment, il y a bien sûr de quoi craindre le pire. Et pourtant, j'ai eu l'occasion, il y a un mois, d'étudier les programmes officiels. Et je vous renvoie à la source que voici, Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, entre parenthèses DGESSCO, avril 2012, Histoire, terminale, série E, S et L. Alors, vous voyez sur le site, http://eduscol.education.fr/prog, c'est-à-dire programme. Et alors, vous serez très surpris, et très heureusement surpris par ce texte, même si, effectivement, les seuls historiens qui sont cités sont Raphaël Branche une fois et Benjamin Stora 2 fois. Néanmoins, permettez-moi de vous lire rapidement la conclusion générale qui est celle-ci. Pièges à éviter dans la mise en œuvre de ces instructions. Alors, réifier et déifier la mémoire avec un grand M, alors que seules existent des mémoires. Confondre la démarche historique avec un devoir de mémoire, entre guillemets. Aligner le raisonnement historique sur les discours et les projets d'un groupe particulier et de sa mémoire, c'est-à-dire confondre une mémoire avec l'histoire. Confondre le débat historiographique avec un débat éthique ou moral, produisant la stigmatisation sans nuance de tels ou tels acteurs. Et enfin, produire un discours sans nuance de stigmatisation des mémoires, sans voir le rôle qu'elles jouent comme matériau, source pour l'historien, et comme facteur d'intégration des sociétés. Et, encore une fois, j'avoue que je n'imaginais pas, a priori, de telles instructions qui m'ont quand même réconforté. Oui, mais le problème, c'est que ça vient sur aucune base fondamentale. Ils n'y connaissent aucune chronologie. Ils arrivent en terminale, ils ne savent rien, puisque comme vous le savez, 80% des élèves ont le bac, que j'ai noté déjà sur le... Merci, M. Pervillier. Mais c'est bien, ouais. Voilà, nous devons libérer la salle, donc merci d'être venus nombreux et de votre longue attention. Bravo.